On peut l'expliquer, il faut l'avoir vécu pour vraiment le comprendre. Entre 3h30 et 4h15 du matin, il est tombé 130 mm. C'était un mur d'eau. Elle sifflait, la rivière. Elle avait une force, une rage. On aurait dit une bête féroce. Devant la mairie, il y avait un tilleul. Il n'a pas été arraché, il n'a pas été coupé, il a été déraciné. La rivière est devenue une tarière. Elle a foré, elle a extrait le tilleul de là où il était. On a la maison pleine d'eau, tout le bas plein d'eau. Oui, monsieur Vika, je vous en prie, laissez-vous mourir là. Non, vous n'allez pas mourir là. On fait le nécessaire. Aujourd'hui, l'eau s'est retirée. Mais le paysage présente toujours des scènes de désolation. Le 15 octobre dernier, le département de l'Aude a vécu les inondations les plus dévastatrices de son histoire. 15 personnes sont mortes, 70 blessées. Comment se remet-on d'une telle catastrophe? On a dénombré 27 000 personnes sinistrées dans le département. Du jour au lendemain, certains ont tout perdu. Il n'y a que les gens qui y sont déjà passés qui peuvent imaginer le jour d'après. Pour les communes, les dégâts sont estimés à 150 millions d'euros. Pour décrocher de l'argent public, les maires doivent se battre. On n'est pas des gens qui sont en train de mendier quoi que ce soit. On est des gens qui voulons reconstruire nos villages. Face à la difficulté des procédures d'indemnisation des assurances, l'État a fait une promesse. La Fédération française des sociétés d'assurance a pris l'engagement de ne pas exiger le paiement des franchises. Sur ce coup-là, je peux vous dire que c'est loin d'être acté. Les inondations ont aussi réveillé le spectre d'une pollution ancienne. Des tonnes et des tonnes d'arsenic se sont répandues dans la vallée. Pour moi, c'est une catastrophe environnementale. Tout se retrouve dans la rivière, dans les sédiments. Attendez, arrêtez ça. Donc, moi, ce que je comprends Arrêtez ça immédiatement. Les pouvoirs publics ont-ils pris la mesure de la gravité de ce cataclysme? Je me rends au sud de Carcassonne, à Saint-Hilaire. Nous sommes au mois de janvier. Là, on arrive dans le petit village de Saint-Hilaire. Et c'est un des petits villages qui a été un des villages du département de l'Aude qui a été le plus touché par les inondations. Là, on arrive sur le pont et en fait, la vague est passée par-dessus le pont. Voilà, il y a une vague de 12 mètres de haut qui est passée par-dessus le pont. Apparemment, dans ce village, il y a à peu près les 2/3 des habitants qui ont quitté leur maison. À Saint-Hilaire, aucun mort. Mais au lendemain de la crue, sur 780 habitants, 500 ont dû quitter la commune. Ceux qui sont restés ne reconnaissent plus leur village. Les gens sont partis. Ceux qui étaient locataires, enfin, ils sont partis parce que leurs maisons sont inondées, les réparations en hiver, certainement, ils ne peuvent pas les faire, puis les assurances et tout, il y a tout un... Le village est mort, voilà, il n'y a pas l'ambiance qu'il y avait. D'accord. Il n'y a plus personne parce que c'est moche, quoi. C'est devenu pas beau. Quand on arrivait dans notre petit village, là, qu'on voyait la rivière, la végétation, les berges, tout ça, c'était vraiment joli. Là, maintenant, on dirait qu'il y a une bombe qui a pété chez nous, quoi. Il faudrait qu'il y ait une nouvelle dynamique qui arrive parce que sinon, je suis un peu inquiète, moi, pour notre petit village. Une inquiétude que partage Jean-Louis Carbonel. Pour son premier mandat de maire, l'élu est servi. Dans sa commune, les dégâts sont estimés à 3 millions d'euros. Et à part l'école,
aucun bâtiment public n'a résisté. Voyez la hauteur. Ni la maison des associations, ni l'hôtel de ville n'ont été épargnés. On en est encore à nettoyer les locaux avant d'envisager des travaux. La mairie, devenue impraticable, a emménagé dans un Algeco. Josette. Non, elle est partie en EHPAD. Ouais. Nathalie. Oui, ils sont revenus. Sylvie. Non, pas de nouvelles. Ouais. Avec sa secrétaire, le maire met à jour la liste des villageois. Ceux qui sont partis et ceux qui reviennent. Le locataire, elle est partie. Voilà. On a 3 quartiers de vide. Hein. Il y a 3 quartiers où il n'y a plus de vie. Sur 10 maisons, il y en a 8 de vide. Tant que les assurances ne donnent pas les estimatives, le feu vert pour faire les travaux, et les gens ils attendent. Aujourd'hui, il y a encore des gens qui ne savent rien. Regardez nos mairies. Aujourd'hui, on ne sait rien encore. Pour une mairie, c'est supportable, parce que bon, on se débrouille. Mais pour des particuliers, pour des gens qui n'ont plus de maison, c'est inacceptable. Les maisons les plus touchées se situent le long de la rivière. Quand il s'est installé il y a 4 ans avec sa femme et son fils, à 50 mètres de l'eau, Serge Martinez n'imaginait pas vivre une scène pareille. L'eau, elle est arrivée par ce portillon, elle est arrivée par le bas du jardin ici, elle est arrivée par le portillon de la voisine, là. Et donc, au plus haut, on avait la lisse de la piscine qui était à fleur d'eau. Voilà. Et donc, la piscine fait 1,10 m de haut, hein, ici. Ce qui est très dur, c'est l'impression d'avoir une chape de plomb qui nous est tombée dessus. Quoi que vous fassiez, vous bougez quelque chose, vous vous agitez, vous êtes toujours dans la boue et vous avez l'impression que rien n'avance. Voilà. C'est ça le plus compliqué, et je pense que pour tout le monde, c'est d'arriver à accepter que la remise en place et le retour à la maison va être très long. Voilà. Serge Martinez ne peut pas entamer ses travaux. Sa maison est encore trop humide. Voilà, donc nous sommes là dans l'entrée, on passe dans le salon. Donc voilà, l'eau est arrivée ici, à peu près à ce niveau-là, 80 cm. Donc voilà, donc on a tout ce qui est la partie nuit à l'étage, et ici vous avez, venez, la cuisine. Voilà. Donc une grande cuisine. Et donc c'est ici qu'on avait, je suis rentré ici, là, en poussant la porte. C'est là qu'on avait l'embâcle de chaises, frigo, congélateur au milieu, la table qui avait tourné. Ce qu'on ne peut pas imaginer, ça s'est fait vraiment très vite. Je suis sorti, mon épouse m'a suivi. Je me souviens quand je suis rentré là-bas dans l'eau, la seule chose que j'ai entendue, c'est « ne fais pas d'imprudence ». Elle est rentrée, et l'eau est rentrée dans la maison derrière elle, quoi. La famille Martinez s'est installée provisoirement dans une autre maison qu'elle possède dans le village. Jusqu'à la crue, elle l'exploitait comme gîte. Aujourd'hui, l'assurance leur demande de dresser une liste précise de tout ce qu'ils ont perdu. Tous les devis validés, toutes les factures validées. Marqué psychologiquement, Serge Martinez a mis du temps à s'y mettre. Moi, je me suis décoincé il y a une semaine. Et ça a correspondu au moment où je suis allé chez le médecin, où j'ai pris les traitements pour dormir, je suis sous antidépresseur pour 6 mois, et j'avoue que ça va beaucoup mieux. Déjà, quand on dort, ça va un petit peu mieux. Mais pendant 2 mois, j'ai pas été capable de regarder les photos du sinistre, de regarder les photos de la maison, de regarder les photos de... Et à un moment, il faut avancer, sinon on va pas... Rien n'est gagné pour le couple. Avant de rembourser quoi que ce soit, l'assurance exige des preuves. Pour chaque objet, c'est une petite enquête policière. Quand on a l'objet, on fait la photo. Quand on n'a pas l'objet, il n'y aura pas la photo. Voilà. Et option 1, ils n'ont pas le choix. Et option 2, c'est pareil. Au mieux, on le devine dans un tas des photos prises au départ. C'est vrai, comme dit Marianne, là, j'ai l'exemple de glacière. J'ai un peu regardé là, dans toutes les photos de la maison avant, vraiment post-inondation, quoi, qui ont été faites dans les 2 heures qui ont suivi. En cherchant bien, j'ai fini par les trouver. Au départ, je suis parti de cette photo-là. Je l'ai vue ici dans l'angle, là. Ça, c'est la glacière électrique qui était dans sa housse. Et donc, au final, en retravaillant un peu l'image, j'ai fait apparaître l'objet. Je dirais que chaque ligne dans le tableau Excel et chaque diapo est une victoire.
est une petite victoire. Voilà. Serge Martinez espère obtenir 40 000 € pour remettre en état sa maison. 35 000 pour son mobilier. Il estime à 20 000 € ce qu'il ne récupérera jamais. L'assurance, au lendemain d'une catastrophe comme celle-ci, c'est la principale préoccupation de toutes les victimes. Les particuliers, mais aussi les entreprises et les agriculteurs. Mon enquête me mène à l'est de Carcassonne, à Trèbes. Le long de l'Aude et du canal du Midi, Trèbes est une des villes qui a payé le plus lourd tribut à la crue. Ici, l'eau est montée à plus de 7 mètres et 6 habitants ont perdu la vie. Nous sommes fin novembre. Les vignes sont recouvertes par un mélange de débris et de boue charriés par la crue. J'ai entendu parler d'un domaine viticole qui a été particulièrement touché. Donc là, on a rendez-vous avec un viticulteur dont les vignes ont été totalement détruites, sa maison, il a perdu son matériel. Et là, on voit les vignes à droite, ici. Voilà, ça, c'est ses vignes. Jean Santenac a 64 ans. Allez, on va retrouver les collègues dans une parcelle, là. Bonjour tout le monde. Bonjour, ça va? Il exploite un domaine de 40 hectares. Bonjour. Ce jour-là, Jean Santenac accueille des vignerons venus du département voisin, prêter main forte pour nettoyer et redresser ses vignes. Il y a des soirs encore, je me dis que j'ai rêvé, que c'est pas possible, que j'y crois pas. Et puis le matin, on est bien obligé de se confronter à la réalité, de réagir et d'avancer. Donc il va falloir du temps, de l'énergie, du travail, on le sait. Heureusement qu'on est solidaires les uns les autres, hein. Sinon on ne se voit pas avancer là. On se démoralise complètement. Là, il y a de quoi vraiment baisser les bras quand vous voyez la surface à effectuer. Les pieds de vigne, ainsi redressés, c'est un bon début. Mais le vignoble reste très endommagé. Pour tout remettre en état, il va falloir payer. L'espalier, c'est-à-dire les piquets, les fils de fer, c'est de l'ordre de 4 ou 5 000 € l'hectare. L'arrosage, le goutte à goutte, c'est de l'ordre de 1 200 à 1 500 € l'hectare. Et nous avons 25 hectares impactés fortement. Donc faites le calcul. Cela fait 150 000 €. Heureusement, le vigneron va pouvoir bénéficier d'un fonds de calamité agricole géré par l'État. En cas d'accident climatique, une aide financière est accordée aux agriculteurs, mais cette aide est plafonnée à 30% des dégâts. Sur un préjudice de 150 000 €, il devrait toucher une aide de 45 000 €. En attendant, pour avoir une chance de réussir la prochaine récolte, Jean Santenac doit tailler ses vignes avant les premiers bourgeons. Jean a perdu à peu près 2 mois sur l'entretien de sa vigne à cause des inondations. Et là, il essaye de rattraper le temps perdu. Donc même le soir très tard, il est dans ses champs. Trois semaines se sont écoulées. Le vignoble retrouve petit à petit son aspect d'avant les inondations. Mais en se penchant sur son contrat d'assurance, le propriétaire a eu une mauvaise surprise. Pour le matériel, le remboursement est plafonné à 100 000 €. Insuffisant pour remplacer l'équipement noyé par la crue. Il va falloir faire des choix.
Là, on sait qu'on ne va pas remplacer un certain nombre de matériels parce que il va falloir faire des coupes sombres. Hein. Là, on avait un groupe électrogène qui finalement était un secours qui ne servait pas plus que ça. Celui-là, on ne le remplace pas. Là, on avait 2 postes à souder. Il a fallu en racheter un de beaucoup plus moderne maintenant, tout petit. C'est fini, on arrête les frais là. Ce fin week, on va voir, il y a un devis de réparation de près de 5 000 €. Peut-être qu'on ne les mettra pas dessus. Voilà. Là, vraiment, on est sur de la sélection pure et dure. Allez le chien, allez. Allez le chien. Avec son contrat d'assurance, l'agriculteur n'est pas au bout de ses déconvenues. Cette fois, c'est la franchise liée à la déclaration de catastrophe naturelle qui va lui coûter cher. La grosse surprise, c'est que sur le montant total du remboursement dans un sinistre professionnel, l'assureur retient 10% de la somme. Pourquoi faire ? Parce que c'est comme ça. Et c'est écrit dans les contrats. Voilà, la franchise catastrophe naturelle déterminée par arrêté interministériel s'élève à 10% du montant des dommages avec un minimum de 1 140 € et bien sûr sans maximum. Ça me paraît pas très réglo, non. C'est surtout difficile à accepter. La franchise va lui coûter 18 000 € et il pensait y échapper. Ça m'a agacé profondément. Après tous les effets d'annonce qu'on a eus sur la disparition des franchises, sur l'aide que l'État allait apporter aux sinistrés, je trouve que ça, c'est fort de café quand même. C'est vraiment le truc qui m'irrite le plus. Ouais. Le vigneron a cru à la parole présidentielle. Le 22 octobre 2018, une semaine après les inondations, Emmanuel Macron fait une promesse sur les assurances. La Fédération française des sociétés d'assurance, dont je salue le président, a pris l'engagement de ne pas exiger le paiement des franchises et de porter de 10 à 30 jours le délai de dépôt de dossier et de mobiliser tous les experts nécessaires dans les délais les plus rapides. Supprimer les franchises ? Pourquoi l'annonce présidentielle n'a-t-elle pas été suivie des faits ? Je demande des explications à l'assureur du vigneron qui travaille pour la société Pacifica. Je l'enregistre à son insu. J'ai écouté le discours de M. Macron qui avait dit que pourtant la Fédération française des assurances s'était engagée à ne pas faire payer les franchises. Donc... Ça c'est au niveau des instances, on va dire. Nous, on n'a pas reçu d'ordre quelconque de faire quoi que ce soit en termes de franchise. Ah, vous n'avez pas eu reçu de consigne du tout, c'est ça ? Du tout. De la part de la Fédération française des assurances ? De la part de notre compagnie. Mais vous avez entendu le discours de M. Macron ? Oh ouais, tout à fait. Tout à fait. Hein. Et qu'est-ce que vous en avez pensé ? Vous vous êtes dit, donc on va faire un effort vis-à-vis de nos clients. En fait, si vous voulez, moi, j'ai pas la main sur la politique de l'entreprise. Hein. Point de vue Pacifica, on n'a reçu aucun ordre pour pouvoir geler les franchises quelconques. Hein. D'accord. Donc, mais il n'y a pas que simplement Pacifica, il y a plein de compagnies comme ça. Pourquoi alors le chef de l'État a-t-il fait cette annonce sur la suppression des franchises ? Chez Groupama, qui assure beaucoup de vignerons dans la région, on a l'explication. Le président de la République aurait dû parler de suppression des pénalités de franchise et non de suppression de franchise. Oui, les franchises ont vocation à s'appliquer. Mais lui, il a dit les franchises, il a parlé de franchises, oui, il n'a pas parlé de pénalité, on est d'accord. J'ai écouté son discours. Pour être totalement transparent, nous avons bien écouté son discours et on a été interpellés par son discours. Qui a eu un retentissement national. Et là, effectivement, nous avons récupéré son discours puisqu'il était sur le site internet de l'Élysée. Et en lisant les phrases de manière correcte, eh bien, c'est bien cette notion de surfranchise qui était évoquée, non pas de franchise directe. Ce discours, le voici sur le site de l'Élysée. Entre parenthèses,
le mot pénalité qu'Emmanuel Macron n'a pas prononcé. Mais quand le chef de l'État s'exprime, peu importe ce qui est écrit, seule la parole compte. C'est même précisé en première page du discours. Seul le prononcé fait foi. C'est aussi ce que pense le président de la Chambre d'agriculture de l'Aude. Philippe Vergne attend toujours les actes. Moi, je pensais que quand le président de la République parlait et que c'était de suite, c'était acté, mais sur ce coup-là, je peux vous dire que c'est loin d'être acté. Moi, je suis dans l'ordre et à mon petit niveau. Au niveau national, ils ont qu'à trouver des solutions pour mettre en application les paroles du président de la République. 3 mois et demi après la catastrophe, il n'est peut-être pas trop tard. Début février, Jean Santenac, le vigneron, a été averti la veille que le ministre de l'Agriculture, en tournée dans la région, avait prévu de faire une halte chez lui. Voilà le cortège du ministre. Jean Santenac a bien l'intention de l'interroger sur les promesses du président de la République. Monsieur le ministre, bonjour, Jean Santenac, le vigneron. Très heureux. Propriétaire des lieux. Merci. Et merci de nous rendre visite. Ouais. On apprécie. Alors bon, moi je voulais vous montrer ces 3-4 photos, vous dire l'impact que nous avons eu. Vous voyez les cuves qui sont sorties de la cave, du matériel dévasté. Maintenant, on compte un petit peu quand même sur vous, monsieur le ministre, sur le dossier assurantiel. Pour essayer d'améliorer quand même cette couverture. On va laisser des plumes parce qu'on est mal assuré. Le vigneron parle bien d'assurance, mais il ne pose pas la question qui fâche. Alors le ministre s'en sort bien. 5 générations, on n'avait jamais vu ça. Quand même, Moi, je veux être le ministre du pragmatisme. Et on va y aller dans le pragmatisme. Merci à vous, bon courage. Écoutez, on n'en manque pas. En tout cas, merci à vous de cette visite. On apprécie, ça nous fait chaud au cœur. Je profite de la fin de la visite pour interroger le ministre de l'Agriculture sur la fameuse franchise. Vous comprenez la déception des vignerons quand ils entendent la parole présidentielle. Ils espèrent qu'elle va être entendue et respectée, écoutée. Vous qui êtes là aujourd'hui, vous allez faire en sorte, vis-à-vis des assurances et de ces franchises, que les choses bougent et changent. Est-ce que vous prenez cet engagement aujourd'hui vis-à-vis des vignerons et des agriculteurs? C'est pas à mon niveau que cela se passe. Hein. Vous me parlez du président de la République, je ne suis qu'un modeste ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation. Donc voilà, aujourd'hui, l'État est en discussion avec les assurances afin de faire en sorte que les assurances fassent un effort. Puis, l'État a déjà été solidaire, il le sera encore, et moi je veux voir le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. La Fédération française des sociétés d'assurance a pris l'engagement de ne pas exiger le paiement des franchises. Ce qu'a dit Emmanuel Macron restera-t-il lettre morte? A-t-il modifié son discours volontairement ou accidentellement? Je décide d'appeler le service de presse de l'Élysée. C'est le paiement des pénalités de franchise. C'est pas tout à fait la même chose. D'avoir une chose importante, c'est que le président, il suit très peu les discours écrits. C'est-à-dire que vraiment le président, il s'intègre des éléments du discours, mais il en sort. Par exemple, des fois, il dit une phrase et puis il en sort, il lève la tête, il en rajoute 4, il reprend son texte ensuite, etc. Il y a marqué en haut une petite phrase prononcée fait foi. Seul, oui, c'est-à-dire que normalement, là c'est une retranscription, donc on le met toujours parce que normalement c'est le prononcé qui fait foi, mais après, là on a corrigé, donc ça peut arriver qu'il y ait des erreurs. Le prononcé fait foi, mais pas cette fois. Les franchises assurances ne seront pas supprimées. Impossible pour les communes de reconstruire sans l'aide de la solidarité nationale. Les municipalités les plus modestes sont les plus vulnérables. Lastours est l'un des plus petits villages du département, à une demi-heure de route au nord de Carcassonne. Nous sommes début janvier. Ici, en pays cathare, les châteaux se visitent. Le tourisme est vital. Mais le 15 octobre dernier, l'Orbiel s'est transformé en torrent.
Les rues, la cour de l'école, les digues, la petite station d'épuration bâtie il y a à peine 2 ans, tout est encore détruit. Il y a urgence à tout réparer. Aujourd'hui, son maire aimerait bien effacer les stigmates de la crue pour attirer à nouveau des touristes et faire vivre son village. Et là, s'il craint que le fonds de solidarité promis par l'État aux communes ne permette pas de tout reconstruire. Ce fonds de solidarité, c'est Emmanuel Macron lui-même qui en a parlé lors de sa venue dans la région au lendemain de la catastrophe. J'ai demandé au Premier ministre, qui s'est rendu dans le département dès les premières heures, d'enclencher avec célérité les dispositifs de soutien nécessaires, de débloquer les crédits et d'accélérer les procédures. Et d'ores et déjà, nous savons que ce seront au moins 80 millions d'euros qui seront à débourser, et c'est donc un tel fonds qui, dans les prochains jours, sera mis à disposition du préfet pour que l'État apporte son soutien à l'ensemble des élus. Un fonds de solidarité de 80 millions d'euros pour les municipalités sinistrées. C'est beaucoup d'argent. Mais avant de toucher le moindre centime, le maire de l'Astour doit identifier précisément l'ampleur du sinistre. Ça c'est la cartographie de tout l'incident sur la commune et de tous les points qui ont été impactés sur la commune. Donc tu as le belvédère, tu as la combe, tu as les passerelles qui ont été emportées, le cimetière, les impacts dans la commune. La seule chose qu'il n'y a pas et qu'on va marquer, c'est le parking. Le fonds d'aide ne prévoit pas de tout indemniser. Seront prises en charge, entre autres, les ponts, les infrastructures routières, l'éclairage public, les panneaux de signalisation. En sont exclus les travaux de nettoyage et de déblaiement des chaussées, les bâtiments publics et les cours d'école, parce qu'ils sont assurés. Et ce n'est pas tout. Dans l'arrêté, on voit des choses qui ne sont pas prises. On voit les travaux concernant les voies n'assurant pas une desserte publique et des habitations. Ça veut dire que tous les chemins que nous disons ici, on appelle chemin de vigne, qui sont touchés, ne seront pas pris en compte. Quand on sait le prix, en l'état, on a vite 50 ou 60 000 euros supplémentaires. Seule bonne nouvelle pour l'Astour et ses 165 administrés, comme l'indique le règlement du fonds d'aide. Les communes de moins de 1500 habitants seront financées à hauteur de 80%. Mais pour Max Braille et son budget municipal rikiki, 20% des réparations à sa charge, c'est encore trop. On sait qu'on va devoir mettre de l'argent. On en est conscient. Moi, aujourd'hui, par rapport à la taille de la commune, 165 habitants, par rapport au budget communal, hors partie touristique, qui nous laisse une marge de manœuvre de 15 à 20 000 euros par an. Imaginez s'il faut qu'on reconstruise en participant à hauteur de 20%, c'est quand même pas rien pour des petites collectivités. Il a calculé que la commune devrait s'endetter pour 12 ans, à moins d'un coup de pouce supplémentaire de l'État. Je ne suis pas un mendiant, je ne le serai jamais. Je ne suis pas un marchand de tapis, c'est pas ça. C'est simplement que par rapport à une catastrophe exceptionnelle, moi j'espère aujourd'hui qu'on sera accompagné à minimum 80%, parce que c'est normalement le plafond, mais que de façon exceptionnelle par rapport à un cataclysme que nous avons connu catastrophique, il y aura un bonus dessus. En ce début d'année, le maire va profiter de la soirée des vœux pour faire avancer sa cause. Allez. Hein? Ça c'est pour les petits. Alors, les gens du village, bon, certainement. Il y a la communauté de communes, le département, la députée, madame la députée. Je ne sais pas si quelqu'un de la région sera là, on n'a pas d'excuses, on n'a pas de confirmation, donc on va s'adapter. Et puis bon, on le fait cool, on le fait à la bonne franquette, on ne se prend pas, on n'est pas en costume cravate, on est naturel le plus possible. Bonjour. Mon épouse. C'est le premier événement festif depuis les inondations. À toi aussi, bonne santé surtout. Un élu du département a fait le déplacement, mais le maire compte surtout sur sa députée qui est en retard. S'il vous plaît. On n'a pas de micro, mais j'ai la voix encore qui porte.
Je pense qu'il va falloir qu'on ait une fermeté extrême quant à la reconstruction, parce qu'on nous remet en question plein de choses. J'étais en train de parler, Madame la députée, justement de vous. Vous arrivez merveilleusement bien. Vous vous méfiez, mais non, ne vous méfiez pas. J'étais simplement en train de dire, Madame la députée, parce qu'on vient de voir les images des inondations, est-ce que tu peux revenir sur 2 images des inondations, s'il te plaît? Voilà la rivière, voilà ce que nous avons vécu. Voilà ce que l'on a vu. Voilà la rivière là-bas, à côté de la mairie. L'eau avait déjà baissé, puisqu'elle est arrivée, l'eau, au plus haut de la crue, elle est arrivée ici, à moitié pont. 4,10 mètres. Ça, c'est la mairie. Donc, Madame la députée, j'étais en train de dire, et je le redis devant vous et devant la population, que nous avons vécu un cataclysme. Et j'espère que l'élu que vous êtes et qui représentez ces populations qui sont dans le besoin, vous pourrez nous accompagner et faire la pression nécessaire quand il le faudra pour que des communes de 165 habitants qui ont quasiment 3 millions de dégâts sur la commune puissent avoir des aides un peu exceptionnelles. Et j'attends de vous que vous appuyiez ces dossiers. Face au discours très direct du maire, la députée semble prise de court. Alors moi, d'après ce que j'ai entendu maintenant aujourd'hui, moi je souhaite qu'on se rencontre et que vous me disiez, monsieur le maire, en effet, voilà, moi là, on ne m'a pas accordé ceci. Et je vais voir avec le préfet où on en est dans les répartitions de ces sommes quand même qui sont relativement importantes. L'État, il ne peut pas dire, moi je vais faire en plus, je vais payer uniquement à cette commune, il faut que tout le monde se mette d'accord. Et pour moi, tout le monde s'était mis d'accord. J'ai l'impression qu'il y a des petits problèmes. C'est pour ça que je dis, je vais faire un point et je ne veux pas m'engager sur des choses dont je ne suis pas sûre. À la fin de la soirée, le maire de Lastours ne cache pas sa désillusion à propos de l'élu. Ils ne sont pas au courant d'aucun dossier, ils ne savent pas, ils ne peuvent pas s'engager, ils se chient dessus parce qu'il faut que le roitelet donne l'ordre et ainsi de suite. Fin février, nous apprendrons que la députée n'avait toujours pas plaidé le cas de Lastours auprès du préfet. 2 semaines plus tard, c'est justement avec le préfet que j'ai rendez-vous pour parler du village. C'est bon, ouais. Il me reçoit à Carcassonne, à la préfecture de l'Aude. Ça va? Ouais, et vous? Alain Thirion est accompagné de sa directrice de communication et d'un de ses collaborateurs. Moi, très concrètement, je vous réponds simplement. Je serai totalement transparent. Vous pourrez aller partout, vous pourrez voir tout. Et toutes les informations dont disposent les services de l'État, dans les différents domaines, je les mets à la disposition de tout le monde. Voilà, on ne peut pas mieux dire. Je l'interroge sur ce que l'État compte faire pour aider les petites communes comme Lastours. Prendra-t-il en charge 80% du montant des réparations, comme c'est la règle, ou bien fera-t-il un effort financier supplémentaire? Le principe, c'est qu'on aura des taux d'intervention qui seront adaptés à la réalité de la nature des travaux et de la capacité contributive des communes. S'il faut, dans certains cas, arriver à des situations où on peut arriver à 95-98% de financement de crédit public, on le fera si c'est nécessaire. Une promesse, mais pour l'instant, aucun engagement écrit. La reconstruction sera longue. Dans l'Aude, l'État doit faire face à un autre problème. Les crues du mois d'octobre ont fait ressurgir le spectre d'une pollution ancienne et avec elle, une préoccupation sanitaire. Début décembre, je découvre dans le journal La Dépêche que des taux importants d'arsenic ont été retrouvés dans la région. Le journal local a fait analyser l'eau dans la vallée de l'Orbiel. L'Orbiel, la rivière qui descend de la Montagne Noire jusqu'au village de Conques. Ce poison, classé cancérigène par l'Organisation mondiale de la santé, est un héritage de la plus grande mine d'or d'Europe, Salsigne. L'exploitation du précieux minerai depuis plus d'1 siècle a libéré de la roche des tonnes d'arsenic. La mine est fermée depuis 2004, mais les déchets toxiques sont toujours là.
Pour comprendre comment les inondations ont déclenché une vague de pollution, il faut atteindre un point culminant de la région. Frédéric Auger, retraité du CNRS, se bat depuis une dizaine d'années pour la dépollution de la mine de Salsigne. Selon lui, les stocks de déchets toxiques laissés sur place à la fermeture de la mine seraient sous nos yeux. Moi, je ne les vois pas, les produits toxiques, ils sont où là? Ils sont cachés sous cette couverture de terre. C'est une fausse colline que vous voyez. Cette colline artificielle que l'on voit au premier plan, surnommée l'Artus, contiendrait 10 millions de tonnes de déchets minéraux. Au loin, d'autres collines en contiendraient elles aussi plusieurs millions de tonnes. Les pluies diluviennes d'octobre auraient lessivé ces montagnes de produits toxiques. Vous êtes inquiété quand vous avez vu toute cette pluie le 15 octobre dernier? Vous avez tout de suite pensé à la mine et aux déchets toxiques? Tout le monde y a pensé, bien évidemment, puisque vous avez en 8 heures 330 mm d'eau qui sont tombés, c'est-à-dire une masse énorme. Il était évident que là, on allait avoir un phénomène d'érosion et un phénomène de transfert de tous les produits qui viennent de tous les différents stockages qui sont sur un rayon d'à peu près 8 km depuis l'endroit où nous sommes. L'eau de pluie et des sédiments chargés en arsenic auraient donc dévalé les collines. Frédéric Auger a voulu m'emmener au gué de Lassac, en aval de la mine. Selon lui, la couleur orange dans l'eau témoigne de la présence importante d'arsenic. Tout ça a coulé donc selon la pente, ça a rejoint la rivière Orbiel qui est là, c'est parti en surface, mais en même temps, ça part dans les couches d'eau qui sont sous le sol, et donc là, ça part à une vitesse beaucoup plus lente, mais il y a des produits toxiques qui sont là, et tout ça s'est retrouvé exactement à Conques-sur-Orbiel. Cette eau polluée aurait suivi le cours de la rivière jusqu'au village de Conques-sur-Orbiel. Cela fait des décennies que ce petit village est condamné à vivre à côté d'un site pollué. Je découvre que l'eau de la rivière est non potable depuis 40 ans et qu'il est déconseillé de l'utiliser pour arroser les légumes de son jardin. Un an avant la fermeture de la mine, la Cour des comptes relevait un taux anormalement élevé de cancer respiratoire chez les hommes et de cancer digestif chez les femmes de la vallée de l'Orbiel, qui s'explique autant par une exposition professionnelle qu'environnementale dans l'ensemble de la vallée. Avec la fermeture de la mine, les habitants pensaient que la situation ne pouvait que s'améliorer. Mais le lessivage des déchets toxiques par les pluies torrentielles risque de tout remettre en cause. À la mairie de Conques-sur-Orbiel, 2 élus minimisent les risques. On parle de pollution, mais bon, je vois que vous n'êtes pas arrivé avec un scaphandre, avec un respirateur. Donc vous voyez, Paulette et moi, nous sommes nés à Conques, le maire également. On vit dans la vallée depuis des décennies. Et vous voyez que nous sommes en pleine forme. Donc la pollution existe. Mais bon, on prend des mesures pour ça. Je pense qu'il ne faut pas le dramatiser, quoi. Il faut être prudent, savoir qu'effectivement elle existe, cette pollution, mais ne pas faire une fixation, parce qu'autrement notre vallée va être complètement détruite. Le tourisme, tout, personne ne viendra si on ne parle que de ça. Les élus se reposent sur un communiqué rassurant du préfet. Des analyses réalisées par un organisme public ont été effectuées au lendemain des inondations. Elles concluent: les analyses confirment l'absence de pollution significative. Les concentrations en arsenic sont dans les moyennes observées lors des années précédentes. Annie Thébomoni est une des premières chercheuses à avoir dénoncé le scandale de l'amiante. Son travail a également permis de faire reconnaître de nombreux cas de cancer d'origine professionnelle à la mine de Salsigne. Le communiqué du préfet l'a scandalisé. Une formule comme absence de pollution significative est inadmissible quand on parle de cancérogène. Un cancérogène est cancérogène
dès la première dose. Donc, c'est pas acceptable que l'État se dédouane avec une formule comme celle-là. Dire aujourd'hui qu'il n'y a pas de danger alors qu'il y a eu cette inondation catastrophique au mois d'octobre et que maintenant, je dirais, une grande partie de l'arsenic, des tonnes et des tonnes d'arsenic se sont répandues dans la vallée, dans les rivières, dans les sols, c'est vrai que pour moi, c'est une catastrophe environnementale. Philippe Bérat est le chimiste qui a fait les premières analyses révélées par la presse locale. Avec un de ses collègues géochimistes, il lance une nouvelle série d'analyses. 2 mois après les inondations, ils vont prélever de l'eau, mais aussi les sédiments qui ont été déplacés par les crues. Je les accompagne jusqu'à l'une des collines à l'origine des ruissellements d'arsenic. Il y a un stockage d'arsenic, donc ce que vous pouvez voir ici, qui est blanc ou verdâtre. Et donc là, j'ai fait un trou, ce qui permet de montrer la différence de couleur. Donc la différence de couleur ici est liée à le fait qu'il y a de l'eau qui imbibe l'arsenic. Donc ça veut dire qu'il y a de l'eau qui ruisselle, qui peut passer à travers, et donc qui peut être entraînée vers le bas de cette colline. C'est un élément qui est extrêmement toxique, et donc je pense qu'il faudrait mieux qu'on parte, c'est pas la peine de rester trop longtemps ici, et de nous exposer. Au pied de ce site, le chimiste remarque que les pluies du 15 octobre dernier ont emporté une partie de la colline qui contient de l'arsenic jusqu'à la rivière. Il faut imaginer qu'avant la crue, ici, c'était une surface qui était blanche, qui était de l'arsenic. Donc avec la crue, toute cette partie a été décapée et est partie dans la rivière qui est ici à nos pieds. Cette rivière, c'est le Grésillou, un affluent de l'Orbiel. Philippe Bérat réalise ses prélèvements en suivant ce cours d'eau, de la colline jusqu'à Cons-sur-Orbiel. Il récupère des échantillons dans la rivière, sur les zones qui ont été inondées, sur les berges, en face de l'école du village, dans le jardin d'enfants qui pourrait être contaminé, et plus bas, dans un jardin potager. Voici les résultats. 2 mois après les inondations, l'arsenic est toujours présent dans la terre et dans l'eau, à des doses inquiétantes. Dans le monde, les sols contiennent de 5 à 40 microgrammes d'arsenic par gramme. Au-dessus de cette quantité, c'est anormal. Dans le prélèvement fait sur le milieu de la colline de déchets toxiques, on trouve 262 635 microgrammes d'arsenic par gramme de terre, soit 6 500 fois le seuil normal. Dans la mare orangée, c'est 400 fois la quantité normale. Dans le potager, le résultat est 8 fois plus élevé que le taux moyen. Dans le jardin d'enfants, le résultat est identique. 331 microgrammes d'arsenic par gramme de terre. C'est une concentration préoccupante quand on sait que les enfants mettent souvent les mains à la bouche. Nous avons montré ces analyses à Annie Beaumeny. Ce jardin, il devrait faire l'objet de... soit ils enlèvent des tombereaux de terre et remettent de la terre non contaminée, soit ils recouvrent avec du béton. Je ne sais pas ce qu'il faut faire, mais ils ne peuvent pas laisser un jardin familial, des jardins d'enfants, avec ces concentrations d'arsenic. Selon la scientifique, il faut agir immédiatement pour confiner les déchets toxiques et protéger la population. Combien de temps est-ce que les habitants qui sont conscients qu'il y a un vrai problème avec cet arsenic vont rester là en acceptant de prendre simplement les petites mesures qui sont suggérées par les pouvoirs publics? J'en sais rien, mais c'est clair que on est dans une situation de danger grave
est imminent et que la responsabilité de l'État dans cette histoire est accablante. Direction Carcassonne, pour savoir ce qu'en pense le représentant de l'État. Je souhaite montrer au préfet les images de la montagne d'arsenic lessivée par les pluies torrentielles. Je ne veux pas regarder ce film. Mais attendez, si, parce non, que... non. Attendez, Non, c'est dommage. parce que vous filmez, je ne veux pas qu'on regarde ce film. Pourquoi? Parce que je trouve que ce n'est pas un bon procédé. Écoutez, là, non, attendez, je vous montre. Là, on est en bas du site de Nartaud. C'est dommage parce que vous allez voir que sur... Là, tout le site de Nartaud, qui est recouvert d'arsenic, a été lessivé par les pluies. D'accord? Donc, tout se retrouve dans la rivière et attendez, dans les sédiments. Attendez, arrêtez ça. Donc, moi, ce que je comprends Arrêtez ça immédiatement. S'il vous plaît. Attendez, mais ce que je ne comprends pas, c'est que... Arrêtez ça immédiatement. La chargée de communication met son téléphone devant une de nos caméras pour nous empêcher de filmer. Pour le préfet, le sujet est sensible. Je vous explique une situation. Je vous explique que par rapport à une situation... Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous montrez quelque chose, je n'ai pas vu ces images avant. Je veux dire, vous me mettez dans une situation qui vise à faire de l'image, faites de l'image. La situation n'est pas comme ça. Le préfet refuse de regarder nos images et les résultats des analyses des chimistes. Mais il finit par annoncer de nouvelles études pilotées par 2 organismes officiels, l'ARS pour la santé et le BRGM pour les risques géologiques. J'ai organisé plusieurs réunions avec les services de l'ARS, avec les services du BRGM, voilà, qui sont descendus de Paris sur ce type de questions. On a calé un mode opératoire pour justement bien tenir compte de la réalité du risque. On va voir les chercheurs. Je ne conteste pas le travail qui a été fait. Ils posent une question, elle mérite réponse. Elle mérite réponse. Ce travail va donner lieu à un échange. Bon, cet échange va intervenir bientôt. Bon, et on donnera un certain nombre de réponses. Aujourd'hui, le préfet affirme qu'il va prendre des décisions. Il devrait réunir au mois de mars les organismes officiels et les chimistes indépendants afin qu'ils confrontent leurs analyses. Pollution, assurance, aide publique. 4 mois après la catastrophe, les sinistrés de l'Aude ont le sentiment que la reconstruction n'avance pas. Comme si le département était resté figé dans la boue.